Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, cette fois-ci la vraie vidéo du 25e film de la saga James Bond officiel, évidemment, il y en a eu d'autres. On va donc parler de Mourir peut attendre, No Time to Die, James Bond. Réalisé donc par un réalisateur qui s'appelle donc Cory Fukunaga, un réalisateur qui, je connais pas très bien, je sais qu'il a travaillé sur la série Maniac, il a travaillé sur la série, comment ça s'appelle, True Detective, je crois, la saison 1, celle qui a apprécié, donc il a fait des trucs qui ont été reconnus, mais le truc c'est qu'il passait après un certain Danny Boyle qui avait un projet de scénario, paraît-il, d'après ce qu'on a entendu dire, qu'il voulait faire un truc avec des espions russes et tout. Alors la question se pose, est-ce que c'était des espions russes à notre époque, et donc dans la continuité de la James Bond Guitienne, qui invente des mots dégueulasses, donc la saga James Bond avec Daniel Craig, ou est-ce que c'était un retour dans le temps? Si c'était un retour dans le temps, ça me paraissait une mauvaise idée, parce qu'il fallait finir cette saga, il fallait la clôturer, il fallait pam. Alors, on aurait pu partir du principe que cette saga était finie avec Spectre, ce qui était à la base le but, je rappelle que Daniel Craig devait pas revenir, et puis là, faire un dernier film en mode freestyle, sans se prendre la tête avec tout ça, avec la continuité, ça aurait pu être le cas. Ils ont préféré donc finalement faire un film qui allait définitivement clôturer cette saga. Personnellement, je préfère parce que je pense que je suis pas le seul à avoir trouvé Spectre étonnamment décevant par rapport à ce à quoi on aurait voulu s'attendre. Je dis bien voulu s'attendre, pas juste on aurait pu s'attendre. C'était assez décevant pour ma part, même s'il y avait des trucs assez intéressants, mais globalement c'était très décevant. Donc ils ont pris une autre décision, mais du coup on a un peu l'impression que le réalisateur qu'ils ont pris c'est un peu un yes man et qu'il y a moins d'ambitieux. Dans les derniers films ils avaient quand même pris des réalisateurs justement à ses côtés. Donc voilà quoi. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, c'est le premier James Bond réalisé par un réalisateur américain. Parce que je rappelle que donc Danny Boyle et tout c'est anglais, donc le but c'était de continuer sur cette saga. Mais on va commencer par une petite anecdote que je suis sûr que peut-être vous connaissez parce qu'elle doit traîner à gauche à droite, même si je l'ai trouvée succulente. Est-ce que vous savez que le film No Time to Die est un film qui existe déjà? Oui, non, pas parce qu'il aurait dû sortir il y a 1 an et demi, non, mais qui existe vraiment déjà. Alors, c'est un film qui est réalisé par un certain Terence Young, réalisateur des premiers James Bond, dont le premier, et c'est un film qui date de quelle année? De 1958, et en français il s'appelle La Brigade des Bérets Noirs. Donc, en appelant ce film No Time to Die, on rend hommage au réalisateur du premier James Bond. Et il faut dire que No Time to Die, ça fait assez stéréotype titre de James Bond. Alors, on va parler un petit peu du casting. Bon, on a la clique de ceux qui font les James Bond avec Monsieur Daniel Craig, donc évidemment Monsieur Daniel Craig lui-même qui reprend le rôle de James Bond. Au niveau de l'âge, parce que ça c'est toujours un débat, l'âge des James Bond, Roger Moore, qui a peut-être été trop longtemps, même Sean Connery, quand il a fait Jamais plus jamais, peut-être était-il trop vieux d'ailleurs, je crois que c'était à peu près le même âge que Roger Moore, voire même un peu plus jeune. Bref, est-ce qu'il a encore l'âge? Écoutez, je pense qu'avec ça il fait son dernier, il a raison de s'arrêter, non pas en mode t'es trop vieux monsieur, mais plutôt en mode mission accomplie, vous avez fait les films qu'il fallait. C'est vrai que là maintenant peut-être un petit peu de renouveau aussi dans le style, mais ça j'en parlerai après. Vous avez peut-être entendu parler de Rami Malek qui fait le méchant du film, ce qui est le cas. Pour parler de son interprétation, il est intéressant de remarquer qu'on revient à quelque chose qui est assez proche des livres, en fait, James Bond. Parce que le James Bond littéraire, lorsqu'il affronte des adversaires, ils sont souvent décrits comme des êtres surnaturels. Non pas qu'ils aient des super pouvoirs ni quoi que ce soit, mais la description qui est faite d'eux, c'est comme si c'était des monstres. Vraiment quelque chose de particulier. Alors, dans la saga, on a toujours eu des monstres. Vous voyez, je me fais avoir des méchants qui étaient charismatiques, je pense à la période Sean Connery, par exemple, qui est souvent la période la plus adaptée des livres, parce qu'après, au bout d'un moment, Monsieur Ian Fleming, il a arrêté de les écrire. Euh, mais bien qu'il soit charismatique, il n'y avait pas le côté monstrueux. Dans la période Daniel Craig, par exemple, on a déjà eu celui qui était interprété par Javier Bardem, qui était aussi un peu monstrueux, et celui-là aussi, il a un côté monstrueux, mais qui, je trouve, colle au livre. D'ailleurs, pour rester lié à ce personnage, à un moment donné, on va nous parler d'un jardin vin avec des plantes venimeuses, un truc comme ça, qui peut paraître très bizarre, mais en réalité, c'est quelque chose qui est repris aussi des livres, et même pour être plus précis, du livre On ne vit que deux fois, où normalement Blofeld avait un jardin avec des plantes venimeuses, quoi. Nous avons Léa Seydoux, aïe aïe aïe, Léa Seydoux, il y aura débat là-dessus, comme d'habitude. Alors, ce rôle, dans ce film, lui demande beaucoup d'émotions. Donc, elle est capable de montrer plusieurs émotions, dont la tristesse. Est-ce qu'elle le fait bien ou mal? Bon, on va pas se mentir, si vous l'aimez pas, vous n'allez pas être assuré par ce qu'elle fait dans le film, vous en faites pas. Si vous l'aimez bien, ça passera. Je vous avoue que, moi, personnellement, ça dépend des plans.
ça dépend des plans. Des fois, ça va, des fois, ça passe moins bien. Mais en règle générale, je trouve que dans le film, oh, ça va, honnêtement, je vais pas lui cracher dessus, voilà. Bon, Ralph Fiennes qui fait M, voilà, Ben Whishaw qui fait Q, ça c'est comme je disais, c'est la clique. On a Jeffrey Wright qui reprend son rôle de Felix Leiter. C'est cool, parce que c'est un personnage qui revient. Normalement, dans les romans, Felix Leiter, c'est l'équivalent américain de James Bond, mais vraiment l'équivalent. C'est son pote, son super pote, et ils sont pratiquement au même niveau. Nous avons donc Lashana Lynch, qui fait le rôle de Nomi, donc la fameuse, je cite, Futa Mata Bond, là, je sais plus comment il avait dit ça, Norman. Donc cette femme qui reprenait donc le matricule, le 007, etc., etc., qui a fait couler beaucoup d'encre. Je me souviens avoir lu à l'époque un truc qui disait, oui, alors dans ce film, on aura James Bond qui va rencontrer cette femme, et il va utiliser ses techniques de drague habituelles, et il va être très surpris de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Je vous rassure, tout ça, vous le pliez, poubelle, ça c'est des conneries, c'est pas du tout dans le film. Heureusement, c'est pas du tout dans le film. Est-ce qu'il y a un rapport de force entre elle et James Bond? Oui, il y a un rapport de force qui est fait dans le film, mais il est plutôt bien géré, parce que c'est plus une espèce de compétition entre les deux, une compétition qui va assez rapidement venir une complémentarité, un peu comme un buddy movie, si vous voulez, c'est un peu ça l'idée. Évidemment, c'est pas un buddy movie, c'est pas Arme Fatale, c'est James Bond, donc James Bond va être mis quand même un petit peu plus en avant, c'est logique, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils sont traités sur un pied d'égalité, et ça, j'ai trouvé ça cool, il n'y a pas de délire, je sais pas quoi. Certains voudront gueuler peut-être, mais moi je trouve que c'est très bien fait, voilà. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler beaucoup du pré-générique, parce que le pré-générique, déjà, c'est pas vraiment du spoil, et il est assez particulier ce pré-générique parce qu'en fait il y a deux scènes dans le pré-générique. Normalement, pré-générique James Bond, c'était une petite scène d'action, un petit truc comme ça, voilà, l'échauffement on va dire. Et c'est vraiment intéressant parce que cette saga Daniel Craig James Bond, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire classique de James Bond. Ça c'est sûr et c'est certain, c'est pas la petite mission, là ils ont fait quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus sombre, avec des épisodes qui se suivent, etc., etc. Les livres se suivent, mais ça reste quand même des missions, vous voyez. Parce que c'est les premiers films adaptés, hein, même s'il y a un petit lien entre les livres. Il faut les lire, les livres, ils sont bien, je vous le dis. Donc je disais que cette scène d'intro est assez intéressante parce qu'au début on voit pas du tout James Bond, et honnêtement, cette scène d'intro, on est plus proche de, je sais pas, moi j'ai trouvé d'un film d'horreur, d'un slasher, quoi. Et je regardais ça, je me disais, mais mon Dieu, je suis en train de regarder un James Bond. Alors, ça me dérange pas qu'il fasse quelque chose d'autre, mais c'est marrant, c'est pas du tout une scène typique de James Bond. Alors pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est assez surprenant. Deuxième partie du pré-générique, là on est dans quelque chose de plus classique, hein. Très beau, surtout au niveau du décor où c'est tourné. Je ne connais pas du tout où c'est tourné en Italie, ça a l'air d'être magnifique. Pas du tout un endroit où j'ai envie de passer des vacances, parce que ça a l'air d'être mon genre de zone, mais visuellement ça a l'air d'être assez magnifique. Et je vous avais dit qu'un de mes rêves pour ce film, c'est qu'il fasse l'équivalent du Jason Bourne numéro 2. Donc la mort dans la peau par rapport au personnage de Léa Seydoux. Est-ce qu'ils font ça dans le film? Si je vous le dis... hmm, alors non, ils le font pas du tout, mais un petit peu quand même dans l'esprit. Et ça, c'est cool. Je suis là, yes, ils l'ont fait quand même, mais sans non plus jeter à la poubelle tout ce qui a été fait dans le film précédent, donc c'est plutôt bien géré. Ensuite vient le générique. Alors le générique, honnêtement, je pense que il faudrait que je le revoie après avoir vu le film, c'est-à-dire, parce que forcément, un générique de James Bond, ça représente le film, mais il y a la musique. Personnellement, peut-être que vous avez déjà entendu la musique, personnellement, la musique et le générique m'ont laissé de marbre. On n'est pas dans Skyfall, la musique de Skyfall que j'avais adoré. Là, voilà, ça m'a laissé de marre. Moi, j'avais adoré celle de Casino Royale, par exemple, aussi, qui était un autre style. Voilà, un petit peu passe-partout. On va profiter donc tout de suite pour parler de la musique de Monsieur Hans Zimmer. Et là, je vous parle de ça parce qu'on entend aussi ça dans le pré-générique. À des moments, on a une reprise de thèmes qu'on a déjà entendu dans d'autres films de James Bond. Alors, il y en a peut-être qui m'ont échappé, mais il y en a deux que j'ai reconnus, parce qu'ils font partie d'un James Bond qui a des super musiques pour moi, à savoir Au service secret de Sa Majesté. Au début, on a James Bond qui est dans sa voiture, donc toujours pré-générique, hein, les choses soient bien claires, hein, qui roule avec sa voiture sur des routes, et je me suis dit, tiens, mais est-ce que par hasard, cette scène n'aurait pas été tournée sur la même route que la fin de Au service secret de Sa Majesté? Déjà là, je vous suspense de ouf. Mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas la même route? Et pendant qu'il roule, on entend le thème de Au service secret de Sa Majesté, à savoir We are all the time in the world, je sais plus,
qui résonnent comme ça, et puis tu fais «Oh, bien, bien». Et dans le film, par exemple, à un moment donné, tu as donc James Bond qui parle avec M dans les rues de Londres. Et là, on entend en mode lent et cool, mais une autre musique aussi, toujours de Au service secret de Sa Majesté, celle qui est utilisée pour le générique. Tin, 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 et je vais m'arrêter là. Mais bref, qui fonctionne superbement bien. Du coup, la musique de Hans Zimmer qui est faite dans le film, c'est un peu particulier parce que c'est un mélange de Hans Zimmer, mais on le sait, James Bond, c'est une saga très codifiée aussi. Hein. Donc, il faut qu'il y ait certains types de musique, etc., etc. Il faut qu'on entende le thème et tout. Et j'ai trouvé personnellement que c'était bizarre, que c'était pas forcément 100% réussi, sans dire que c'est raté. Alors, c'est évidemment une sensation que j'ai eue en regardant le film, peut-être qu'en revoyant tout ça, ça changera, mais j'ai trouvé que Hans Zimmer, pour moi, il fait plus une musique d'ambiance. C'est plus une musique avec des sons, des choses comme ça, qui va venir accompagner le film, plus qu'une pure musique orchestrale qu'on peut écouter et tout ça. Là où justement, par exemple les deux thèmes que je vous ai cités, ou alors le thème de James Bond lui-même, qui est une musique que, je veux dire, qui vit de par elle-même, j'ai envie de vous dire. Alors Hans Zimmer, par exemple, la musique de Gladiator, je l'ai, s'écoute d'elle-même, hein, y a pas de souci là-dessus, par exemple. Là, alors, si on le compare à Dune, oui, je pense que c'est plus musical que Dune, c'est sûr, mais le mélange du style pur Zimmer et James Bond, j'ai un petit décalage, bien que, évidemment, le pur Zimmer dans les scènes d'action, ça fonctionne, etc., etc. Disons que c'est pas le travail qui m'a le plus convaincu de cet auteur, de ce compositeur. Le film, donc, vous l'aurez compris à ce que je suis en train de vous dire, il garde cet esprit, ou il revient plutôt à cet esprit un peu sombre de la saga Daniel Craig, qui avait voulu être un peu laissé avec Spectre. Hein. Beaucoup disent que c'était un film qui revenait à l'époque de Roger Moore, ce qui, pour moi, je le répète, était une erreur. Il fallait finir, et ensuite partir sur autre chose. Là, ils reviennent à un aspect plus sombre, plus pessimiste, peut-être un peu trop dans l'âme. J'ai trouvé que c'était un peu... Mais voilà, c'est là. Et en même temps, le film n'oublie pas évidemment tous les stéréotypes de James Bond, qui était déjà le cas, hein, le vodka martini, le Bond James Bond et tout ça. Parfois tourné légèrement en dérision, pas forcément négativement, mais parfois, comment dire, pas pour se moquer, mais de par la situation ou le truc comme ça. Donc voilà, ça m'a pas dérangé, mais je trouve qu'il y a un mélange des deux qui essaye d'être fait, d'être et classique et différent. Il y a une partie à Cuba qui, elle, je pense, se rapproche plus de ce qui est classique. Hein. C'est là où on a le personnage de Ana de Armas hein, qui apparaît. Peut-être qu'on la reverra après dans le film, je vous laisserai voir. Hein. Donc il y a du plus classique et du plus sombre. Il y a le personnage, en effet, de Christoph Waltz, c'est allemand, Waltz, donc qui réapparaît donc, en tant que Blofeld. Encore une fois, comme je vous disais, cette envie un peu presque de corriger Spectre qui avait été très décevant à ce niveau-là. Hein. Perso, avis perso. Hein. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais moi, perso, voilà. Alors, il revient. Par contre, je vous préviens, vous attendez pas à le voir beaucoup dans le film. Attention, c'est un génie, le gars. Ça veut pas dire qu'on le voit pas beaucoup dans le film, que c'est pas lui qui chapeaute que tout. Ça, je vous laisserai voir dans le film. Et évidemment, je vais pas vous le raconter, le film. Mais on le voit pas tant que ça dans le film, donc n'espérez pas le voir à 200%. Par contre, il y a une confrontation, qui me semble qu'on voyait dans la bande-annonce, entre James et ce personnage, où j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont essayé de corriger le tir, je sais pas, mais de marquer, de faire quelque chose qui soit impactant à ce niveau-là. Est-ce que c'est réussi? À vous de savoir. Moi, j'ai trouvé que c'était correct. Voilà. Aurait dû être mieux. Le film a évidemment sa grosse dose de scènes d'action, hein, honnêtement. Le film est long, hein. Je crois que j'ai vu qu'il faisait 2h40 et quelques. Je fais what? Je fais what the fuck? Mais honnêtement, il y a des scènes d'action régulièrement. Je me suis ennuyé à aucun moment. Hein. Je vais pas vous mentir, même si sur la fin, j'ai commencé à trouver, comment dire, à ressentir que c'était long sans m'ennuyer. Les scènes d'action donc sont régulières. Elles sont alors, est-ce qu'elles sont bien filmées? C'est particulier. Il faut dire aussi que... comment dire ça? Elles sont plutôt bien mises en boîte. Hein. C'est plutôt très correct. Hein. C'est plutôt bon. Au début, j'ai trouvé que c'était dommage. Il y avait quelques plans parasites comme ça. Scène pré-générique, à un moment donné, par exemple, bon, ça c'est un détail, c'est James Bond se bat avec un gars, et pour faire un faux plan séquence, donc ils se battent,
Au bout d'un moment, je sais pas, ils se séparent, la caméra, hop, elle est dans le vide, hop, et elle revient sur eux. Et là, tu vois, oui, bon, bah, c'est un faux plan séquence, on voit qu'il y a une coupe, t'essayes de faire genre. Mais en règle générale, c'est plutôt bien foutu. Il y a un côté parfois plus chorégraphique qui revient un tout petit peu, je vais bien dire un tout petit peu, du côté de John Wick. Par exemple, ils arrivent à un moment, pam, poum, pam, pam, pourrait déranger certains, mais comme c'est à petite dose, ça passe. Hein. C'est pas comme, vous vous souvenez, la scène dans Meurt un autre jour, vous savez, où ils sont en train de faire l'entraînement, et puis le mec il tire sans regarder, limite, il sait où vont sortir les gars comme dans un jeu vidéo. Dans le film c'est un jeu vidéo, ça tombe bien. Tout petit peu, mais c'est assez léger. Et il y a un moment même, vers la fin, le film se permet un plan séquence. Un plan séquence fake, mais qui a au moins comment dire ça, l'avantage d'être là pour être marquant, pour mettre en avant le côté scène d'action, etc., etc. Donc, de quoi se plaint-on? On est là pour le plaisir et pour l'action. Cinématographiquement parlant, à peu près, hein, le terme est un peu fort, j'ai trouvé le film très élégant. On sent que James Bond, c'est une saga qui essaye toujours d'être élégante, qui essaye d'être un petit peu plus qu'un film d'action. C'est normal, hein, c'est James Bond. Donc on sent, malgré que j'ai dit que le réalisateur avait peut-être l'air d'un yes man, qu'il y a une recherche esthétique dans les couleurs, dans les décors, évidemment, là où c'est filmé, les endroits grandioses et tout ça. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a parfois des moments où j'ai trouvé que le côté sombre était peut-être un peu exagéré, un peu trop présent. Comme je disais, parfois ce côté dark, peut-être un tout petit poil trop forcé dans ce film à des moments, mais généralement on peut pas dire que le film soit pas beau. Alors il a peut-être pas non plus la mise en scène même d'un Spectre que j'ai pas aimé, mais qui avait quand même quelque chose au niveau de la mise en scène. Alors pas que c'était une mise en scène folle, mais que tu vois que le mec qui avait filmé le film, c'était un bon quoi. Ici tu vois quand même il y a une ambition. Ils essayent de faire quelque chose de bien. C'est pas juste, voilà, c'est un film d'action, puis voilà. C'est un film d'action qui a l'ambition d'être un bon film en tant que tel, pur aussi au niveau de sa cinématographie, on va dire, et c'est très bien. Le film se permet aussi de faire quelque chose, scénaristiquement, je ne peux pas vous raconter, mais vous le verrez quand vous le verrez, hein, euh, qui évidemment fait partie de l'aspect, on casse un peu l'histoire classique de James Bond, hein, le film, comment dire ça, serial, hein, c'est-à-dire où chaque film est un film séparé, c'est la mission du jour, etc., etc. On casse un peu ça, et comment dire ça, il y a des choses qui vont déplaire. Je me souviens déjà qu'à l'époque c'était quoi, Quantum of Solace, certaines personnes se plaignaient de 2-3 trucs, parce que ça suivait pas forcément les codes de James Bond et tout ça, au lieu de se plaindre que le découpage était dégueulasse, hein, le montage était dégueulasse, ou des trucs comme ça, les gens se plaignaient de ces trucs-là, qui pour moi, c'était vraiment pas le problème du film, vu la situation, je veux dire, que vit James Bond. Mais il est vrai que il y a quelques trucs qui changent du canon classique, mais on est chez Daniel Craig, et chez Daniel Craig, pour le moment, le but était justement de casser ces trucs-là. Les respecter d'une manière, mais aussi les casser. Tout ce que je peux dire, c'est que ça risque de déranger, et la fin, il se passe quelque chose à la fin, qui va soit plaire, soit déplaire. Hein. Moi, personnellement, ça m'a vachement plu, en tant que tel. Ça m'a vachement plu. Maintenant, je vous le dis, hein, pendant que je regardais ce film, je me suis dit, bon, bah voilà, là on finit avec Daniel Craig, prochain film James Bond. Là par contre, je veux qu'on revienne à du cool et à du classique, à une mission cool. Après, peut-être on repartira sur autre chose. Mais là, tout de suite, revenir à un film James Bond vraiment avec un milieu, un début et une fin, un aspect cool, des voyages, tout ça, que ce soit à la Roger Moore, à la Sean Connery, ou alors même, allez, bon, vous me direz, Daniel Craig, il était déjà dans la veine Timothy Dalton, mais pourquoi pas aussi encore un truc Timothy Dalton, mais un début, une fin, et puis voilà, puis, non, mais je préfère encore plus cool, perso. Le gars qui dit, mais c'est vrai que j'aime bien les films avec Timothy Dalton. Euh, bref, pour la suite, moi je voudrais un petit retour aux sources, on va dire. Enfin, quoi que le premier James Bond, il a aussi son côté sombre, hein, comme on l'a dit dans la vidéo, puisque vous savez que j'ai fait la vidéo de Dr. No, de Bon Baiser de Russie, et de Goldfinger, et bientôt, normalement, si tout va bien, peut-être, Inch'Allah, la vidéo de Thunderbolt d'Opération Tonnerre. Donc je disais, pour l'avenir, peut-être revenir à des trucs plus simples, mais ça, on verra. Déjà, il y aura un changement d'acteur, renouveau, etc., etc. Je pense qu'ils vont faire un reboot, mais j'espère qu'ils vont pas nous ressortir Spectre. S'ils font un reboot, non, là, non, là, non. Bref, voilà. Au final, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, un film qui est visuellement beau, hein, au niveau de sa cinématographie. Au niveau scène d'action, tout n'est pas parfait, mais c'est plutôt très correct. C'est un James Bond qui vient conclure la saga, qui essaye, selon moi, de réparer un peu les erreurs du film précédent. Est-ce qu'il les fait bien? Il essaye. Certains trucs plus réussis que d'autres, évidemment. Hein, mais il arrive à peu près à gérer son truc.
Et là où j'avais très peur, au final, je suis très content d'avoir vu ce film. Comme quoi, Daniel Craig, c'est les impairs c'est bien, les pairs c'est mauvais. Hein. Ça c'est le, du coup c'est quoi, c'est le cinquième. Donc voilà. Est-ce que pour moi ça vaut Skyfall ou Casino Royale? Non. Mais est-ce que c'est très bien? Oui. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui. Est-ce que vous avez besoin que je vous conseille ou pas d'aller le voir? Ça c'est une autre histoire. Donc du coup, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.